Donc bonjour à tous. Donc j'ai 60 slides que l'on va voir ensemble. Je vais vous donner un maximum de points à optimiser pour votre WordPress. Pour me présenter, voilà, pour me présenter rapidement, donc je suis consultant SEO depuis 2010 et en 2017 j'ai cofondé la plateforme semjust.com. Donc on aide les clients à gagner plus de visibilité sur Google grâce à des stratégies de lien. On est vraiment orienté sur la qualité et le service clé en main. Je suis également ambassadeur SEMrush, c'est une solution que vous devez connaître, qui est indispensable pour toute action SEO et marketing. Ambassadeur également de la marque PrestaShop et fondateur de WP Rank, qui est un thème SEO pour WordPress, et également un plugin d'obfuscation. Donc voici le sommaire. Comme je vous ai dit, on a beaucoup de choses à voir. Le but est d'aborder tous ces points-là en vous donnant un maximum de pistes, mais vous devrez après derrière creuser de votre côté et voir par rapport à tout ce que je présente, où est-ce que votre site va pêcher et qu'est-ce qui serait pertinent de venir optimiser. Quelques rappels pour commencer. Alors déjà, WordPress. Il faut savoir que 66% donc des sites utilisent un CMS. Donc c'est-à-dire les autres, le reste, ce sont des CMS propriétaires sur mesure. Et parmi ces 66%, 42% de ces sites utilisent WordPress. Donc aujourd'hui, WordPress est clairement leader sur le marché des CMS. C'est la solution qui est la plus utilisée. Et il faut savoir que Google aime WordPress. J'ai pu me faire de nombreux tests. Tester énormément de solutions de CMS et WordPress est la solution qui se référence le mieux. Avant d'aller plus loin, la question qui revient toujours, pourquoi cible-t-on Google et pourquoi faut-il être premier sur la première page? Tout simplement, on le voit à l'écran, Google c'est 92% des recherches en France. Donc toutes les recherches se font sur Google et derrière, 91% des clics se font sur sa première page. Donc il est donc indispensable pour toute entreprise de venir sur cette première page, sinon on est complètement inexistant. Les bases du SEO, c'est le moyen de gagner la visibilité pour accéder sur la première page de Google, et ça se travaille de deux façons, sur le site et en dehors du site. Donc j'ai illustré cela au travers d'un arbre qui vient représenter les trois piliers du SEO. Vous avez le premier, c'est la structure. La structure, c'est là où tout repose. Vous avez donc le sol, les racines, et c'est une optimisation on-site. Vous avez également les contenus, donc là c'est l'arbre qui va pousser dans la SERP, et c'est il pousse grâce à un sol qui est solide et de qualité. Ça reste également une optimisation on-site. Et vous avez le troisième pilier, les liens. Donc ça, c'est l'effet boost, c'est l'eau, l'engrais, tout ce qui va faire pousser bien plus rapidement l'arbre et faire monter plus rapidement votre site dans les résultats de Google. Et ça, c'est une optimisation off-site. Est-ce que vous avez une notion de on-site, off-site dans la salle qui a cette notion-là de on-site et off-site, hein? Donc vous êtes très peu. Dans le on-site, on va travailler les optimisations sur le site, la technique, les contenus, on donne des actions sur le site, et les liens, c'est la partie off-site. On va travailler cela en dehors du site, mais on va l'aborder derrière. Donc la première optimisation, c'est la structure technique du site. Et avant tout, avant de commencer, il faut d'abord penser à l'UX. Donc l'UX, c'est à la fois penser aux utilisateurs, penser au marketing et penser également au design. L'UX désigne la qualité de l'expérience vécue par les utilisateurs qui vont parcourir votre site internet. Cela comprend le design, l'ergonomie, le responsive, le temps de chargement, etc. Il faut toujours se mettre à la place de son buyer persona et penser chaque élément du site en fonction de votre audience et de votre type de visiteur. Google est vraiment sensible à tout cela. Il est capable de voir si votre site va plaire ou pas à vos visiteurs. Et vous devez satisfaire vos visiteurs, vos buyers persona grâce à une UX travaillée et optimisée pour votre cible. Donc, il faut savoir que WordPress, de base, il est un peu plus lent que les autres CMS. On le voit à l'écran, 15 à 20% plus
plus lent. Alors, parce que un site WordPress, souvent, il est mal optimisé, on va intégrer un thème qui est peut-être mal conçu, on va rajouter trop de plugins, etc. Et on va venir ralentir le site WordPress. Donc WordPress va demander plus d'efforts pour bien l'optimiser. Non, j'allais dans le mauvais sens, voilà. Donc ça passe en premier par la qualité de l'hébergement, il ne faut pas le négliger. Et souvent, je vois des clients qui, quand ils veulent lancer une activité, lancer un nouveau site, ils vont souvent essayer de regarder un petit peu le coût d'hébergement et d'économiser un peu d'argent sur le coût d'hébergement. C'est une grosse erreur, vous devez absolument investir dans un hébergement qui soit de qualité. Il ne faut surtout pas faire des économies sur l'hébergement. Donc il y a 2 hébergements que je recommande, et justement on est dans la salle ODoSwitch. ODoSwitch est un hébergement français qui a le meilleur rapport qualité-prix et il est parfait pour les petits et moyens sites. Ils ont une offre unique qui est à 60 €. C'est vraiment là, vous lancez un projet, vous n'avez pas des objectifs d'aller sur un marché qui est très concurrentiel, vous pouvez partir chez ODoSwitch, il n'y a aucun souci. Après, dès que vous arrivez à rentrer un petit peu plus dans des univers très concurrentiels où il y a des grosses contraintes de performance, là, il y en a un qui est aussi français, qui est très bien, c'est WP Server. Eux, ils ne font que de l'hébergement WordPress. C'est-à-dire, ils ne vont héberger que des sites WordPress, mais ils le font bien. Ils ont optimisé leur infrastructure pour les sites WordPress, donc vous aurez de très bonnes performances. Mais c'est un petit peu plus cher, on est sur 190 € par an. Dans le Time to First Byte, TTFB, à qui ça parle ici dans la salle? Vous n'êtes pas beaucoup. Donc c'est le temps de premier OT. C'est la durée entre le moment où vous allez accéder à une page et le moment où elle arrive sur votre site, où elle débute le rendu. Et ça, cela doit être inférieur à 200 millisecondes. Donc vous avez un outil qui vous permet de le mesurer, d'AirBoost, et vous devez regarder. Là, par exemple, on a un très mauvais exemple. On voit que le premier octet arrive très tard. Donc déjà, on n'a pas commencé à charger le site, que déjà l'hébergeur est déjà long à répondre. Donc il y a vraiment un gros problème derrière. Optimiser donc la rapidité du site, cela passe par la mise en cache, des pages. Donc la mise en cache, ça consiste à précharger toutes les pages pour éviter que toutes ces pages s'exécutent à chaque appel. Quand on va sur un site internet, on clique sur la page va se charger et se construire à l'instant T. Elle va exécuter un certain nombre de requêtes. La mise en cache permet de compiler justement toutes ces requêtes et de les précharger pour éviter de les exécuter à chaque appel. Il y a également la minification. Donc là, on va supprimer tous les espaces, les commentaires, renommer les variables pour réduire la taille des fichiers HTML, CSS et JS. Et il faut également différer le JavaScript. Donc pour ça, il y a un plugin qui est très bien, qui est français également, c'est WP Rocket. Il est très simple à utiliser et simplement d'installer ce plugin-là sur votre WordPress va grandement accélérer le temps de chargement des pages. Au niveau des images, il faut privilégier le format WebP. Alors, qui utilise le format WebP sur son WordPress ici dans la salle? Vous n'êtes pas nombreux non plus. Donc c'est un format qui est nouveau. Il vient remplacer tout ce qui est le GIF, le JPEG, le PNG, etc. C'est un format qui est beaucoup plus léger, donc de 20 à 30%. Donc l'objectif, c'est vraiment la web perf, notamment sur les mobiles. Vous allez conserver une bonne qualité d'image, tout en réduisant donc du coup le poids des images et pour optimiser le temps de chargement. Donc le format WebWP, je vous conseille vraiment d'y passer. Et pour ça, vous avez également une extension qui s'appelle Imagify, qui va vous permettre d'optimiser le poids des images, mais aussi de les convertir en WebP. Allez, la slide suivante. Les polysystèmes. Alors ça, pareil, c'est très peu utilisé, mais on peut gagner énormément en termes de rapidité de performance. Donc les polysystèmes, ce sont les polices qui sont natives au système d'exploitation, dans vos navigateurs, etc. Et au lieu d'aller faire un appel donc sur des Google Fonts, on fait un appel externe au site qui va justement demander du temps de réponse, on vient utiliser les polices qui sont déjà présentes sur vos ordinateurs. Donc le but est d'éviter donc ces appels externes et on va gagner un gros gain en termes de performance.
Donc ça, je l'ai testé plusieurs fois sur Google PageSpeed. J'ai un thème justement qui est optimisé pour cela, où on peut sélectionner Google Font ou passer par les polysystèmes. Et quand on va utiliser Google PageSpeed, on voit un énorme gap de performance justement quand on regarde entre les deux, parce que de faire un appel externe, ça prend du temps. Ça appelle une ressource qui est externe au site et c'est pas forcément bon pour vos performances. Attention au fameux builder de page. Alors, qui utilise ici un builder de page? Divi, Elementor, moi j'ai mis la tête de mort, du coup vous n'allez peut-être pas forcément lever la main. Mais voilà, les builders de page, c'est le mal. Il ne faut pas les utiliser. Ça va générer énormément de requêtes pour afficher vos pages. C'est très lourd. Alors c'est simple à utiliser, on peut faire de très belles pages, des beaux sapins de Noël. Le problème, c'est qu'en termes de performance, si vous regardez sur des outils qui vont checker les performances de vos pages, c'est catastrophique. Donc clairement, il faut utiliser donc Gutenberg, qui est un builder, mais qui est natif à WordPress et qui va générer un code qui est beaucoup plus léger que les Divi, Elementor, Visual Composer et compagnie. Donc limitez vraiment les builders de pages. Ce que je conseille toujours, c'est qu'utilisez-les sur une page d'accueil, si vous voulez avoir une page d'accueil impactante, sur des landing pages, etc. Mais n'allez pas coller du builder de page sur toutes vos pages, parce que vous allez pénaliser, vous allez vous tirer une balle dans le pied, votre site sera moins performant sur toutes ces pages-là. Le balisage HN, donc il doit être conforme. Conforme, c'est que vous avez un seul HN par page, H1 par page. Vous n'avez pas de saut entre les niveaux. Je passe du H1 au H2 au H3, je reviens à H2, etc. Et on évite également de mettre ce balisage-là dans les éléments communs à toutes les pages, c'est-à-dire l'entête, la barre latérale et le pied de page. Parfois, on peut retrouver un H1 sur un logo, un H2 sur un panier, des H2, des H3 dans les widgets. On évite. Les HN, c'est simplement pour donner la thématique, la sémantique de ce qui est traité sur votre page. Cela doit être parlant et cela doit seulement englober les contenus qui sont natifs à la page principale. Et seulement en venant lire ces balises-là, on doit comprendre le sujet qui est traité. Donc la capture qui a été faite, c'est avec l'outil Web Developer Tool, qui est une extension qui se rajoute dans Chrome et Firefox, qui vous permet d'afficher votre balisage HN sur vos différentes pages. Après, la page d'accueil. Alors la page d'accueil, c'est la page la plus importante de votre site. C'est la porte d'entrée principale. Donc tout le monde ne va pas rentrer par la page d'accueil, parce que vous pouvez vous positionner sur certaines requêtes et quelqu'un va rentrer par une page interne. Mais la plupart du temps, la page d'accueil, c'est la plus importante, c'est celle qui va représenter un petit peu tout ce que vous faites. Donc ici, il faut avoir un balisage HN qui est parlant, comme on l'a vu à l'instant. On doit comprendre le sujet simplement en lisant les balises HN présentes sur la page d'accueil. Un H1 qui est bien explicite, le H1 de la page d'accueil doit intégrer tous vos mots-clés, les mots-clés principaux de votre activité associée à votre site. Donc on évite par exemple bienvenue sur notre boutique. Bienvenue sur notre boutique, sémantiquement, c'est nul, ça n'apporte rien. On essaie d'intégrer donc ces mots-clés principaux, les mots-clés les plus forts pour son activité. On essaie également d'intégrer un petit peu de contenu. Souvent, les pages d'accueil, elles n'ont pas de contenu. Et quand on fait une stratégie de lien, que l'on va générer donc des backlinks vers son site, si le champ sémantique est présent sur les pages qui vous font un lien, si ce champ sémantique est repris sur la page d'accueil, les liens auront plus de poids. Donc je conseille toujours, quand vous avez une page d'accueil qui est pauvre en contenu, c'est bien de rajouter un petit paragraphe et on va reprendre toute la sémantique, tout ce qui est proposé sur le site, ça a quand même un gros poids, c'est pas négligeable. Et si possible, ce texte-là, vous pouvez l'intégrer en Flex CSS. Est-ce que ça vous parle, le Flex CSS? Qui en a entendu parler ici, du Flex CSS? Personne. Alors le Flex CSS, c'est une technique de développement où on va hiérarchiser et proposer l'affichage des différents éléments dans l'ordre que l'on veut. Mais on va différer si c'est pour Google ou pour l'internaute. Par exemple, sur la page d'accueil, je peux dire, allez, j'ai un texte qui fait 300, 400, 500 mots. Je le mets physiquement en bas de ma page d'accueil pour ne pas venir polluer le haut de ma page d'accueil, mais comme il est en bas, il a moins de poids. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je propose dans le code source à Google ce texte-là en haut. C'est-à-dire, dans le code source, il est en haut, Google le prend en premier, mais les visiteurs le voient en bas. Donc, c'est une très bonne technique, c'est très efficace. Et je vous le recommande. On évite également dans les visuels qui soient trop lourds sur la page d'accueil. Et on évite, si possible, les fameux sliders, où là, on a des images qui défilent et qui sont très lourdes et qui seront plus néfastes qu'autre chose.
Les pages catégories, donc elles, pour moi, ce sont d'excellentes pages d'atterrissage qui sont durables dans le temps. Mais elles sont souvent trop pauvres en contenu. Donc pour les optimiser, on va intégrer déjà une description qui sera en haut donc, de la catégorie pour intégrer un texte qui va décrire au mieux la catégorie donc, du site, les produits qui sont présents dedans. On va également afficher, on le voit sur la capture, les résumés. Donc dans WooCommerce, vous avez les résumés des produits. Mais ces résumés-là, on va les intégrer également sur les pages catégories pour proposer du contenu supplémentaire et avoir du texte qui sera différent entre chaque page par rapport à la pagination. Et en bas, on va intégrer un texte SEO, un petit pavé, pareil, qui peut être intégré également en Flex CSS. Donc il est présent en bas, mais dans le code, je le propose en haut à Google, juste derrière mon titre H1. Et là, je vais orienter ce texte-là sur des requêtes que je veux pousser. On est dans un univers sémantique, dans une catégorie, mais s'il y a quelque chose de particulier que je veux pousser, mettre en avant, c'est là-dedans que je vais l'intégrer et le pousser. Et attention à la pagination, sur les pages catégories, on essaie d'intégrer à peu près une trentaine de produits par page, moins ça va générer trop de pagination, et plus on va avoir des pages qui seront plus lourdes à charger parce qu'il y aura plus d'éléments qui seront dessus. La navigation à facettes, donc c'est dédié à actualiser donc une liste de produits en fonction des caractéristiques et des déclinaisons. Donc ce n'est pas native à WordPress et à WooCommerce, il faut installer des extensions, il y en a plusieurs. Le but, c'est d'optimiser son budget de crawl. Donc on va créer des combinaisons de filtres en fonction de ce que les internautes peuvent rechercher. Ça permet donc de limiter le nombre de catégories. S'il fallait que je fasse autant de catégories et sous-catégories que je veux de conteneurs pour mes produits, on aurait trop de pages catégories, ça ne serait pas forcément bon pour votre SEO. Donc le but, c'est d'auditer donc les pages, détecter les pages qui sont intéressantes, c'est-à-dire les combinaisons de filtres qui peuvent être recherchées, qui sont pertinentes pour les internautes. On va les rendre indexables, c'est-à-dire on va faire en sorte que ces combinaisons soient indexées, ce qu'on appelle des facettes ouvertes. Et on va bloquer l'indexation de toutes les combinaisons qui ne sont pas pertinentes parce que ça va polluer le site et créer un certain nombre de pages qui ne seront pas forcément pertinentes. C'est ce qu'on appelle les facettes fermées. Et après, ces facettes ouvertes que l'on a créées avec des combinaisons de produits, il faut les mailler, bien sûr, sur le site. Et on va utiliser souvent les pages catégories où on va intégrer des liens vers ces facettes-là pour les proposer. Ici, donc, on a l'architecture du maillage d'un site, donc c'est l'organisation du site, la profondeur, la pagination. On est sur un site e-commerce. Donc là, je crois qu'on était sur un PrestaShop. Cette capture était sur un PrestaShop. Mais le point rouge central, c'est le nom de domaine qui est redirigé vers le /fr. On est sur un site multilangue. On a d'un côté le fr, de l'autre côté, on a la partie en anglaise, en. Et on voit qu'on a deux univers. Les deux langues sont bien séparées et on voit qu'on a la même représentation entre les différentes catégories, etc. Donc on me dit d'accélérer, donc je vais accélérer parce que j'ai pas mal de choses encore à vous montrer. Au niveau donc des contenus, avant tout, on en a parlé tout à l'heure, vous devez donc définir vos personas et écrire pour eux. Donc il faut checker énormément de choses pour définir son audience. Et grâce à cela, on va adapter donc son buyer persona. Ensuite, il faut choisir les mots-clés. Donc là, c'est l'étape la plus importante. C'est là que démarre votre stratégie SEO. Donc vous avez l'outil Keyword Magic Tool de SEMrush qui va vous proposer donc tout ce qui est recherché le plus souvent par rapport à votre requête. Donc ça va vous donner donc tous les mots-clés associés à vos mots-clés. Ici, j'ai pris l'exemple du shampoing bio et on voit, voilà, j'ai une boutique qui propose donc ce type de produit et on voit, Keyword Magic Tool va me proposer par exemple shampoing solide bio. Donc là, ici, je peux me dire, ici, je vais proposer donc un produit qui sera à base de shampoing solide. On a également meilleur shampoing bio. Donc meilleur, ici, on va essayer de proposer donc un article de blog sous forme de comparateur pour se positionner sur cette requête-là. En fonction de ce que vous propose Keyword Magic Tool, vous allez
adapter la typologie de contenu à proposer. La deuxième méthode, c'est d'aller simplement sur SEMrush également, mais on va regarder les sites des concurrents et regarder quels sont les mots-clés qui sont positionnés chez eux et quels sont les mots-clés que éventuellement je n'aurais pas, qui ne sont pas forcément positionnés chez moi. Il faut donc trouver des mots-clés qui soient bien ciblés et qui vont avoir un maximum de chances de convertir, bien sûr. Ces mots-clés, il y a deux possibilités. Ou on vient les associer à des pages qui sont existantes, donc on va optimiser la page en fonction de cette requête-là, parce qu'elle n'est peut-être pas forcément bien optimisée, et on va intégrer également des nouvelles pages pour justement proposer ces mots-clés-là, parce que je n'ai pas la thématique qui est traitée sur mon site. Donc la règle, c'est une requête égale une page égale un contenu. Donc attention à la rédaction dite SEO, le fameux Yoast SEO. Qui utilise Yoast SEO ici? Voilà. Donc Yoast va souvent vous proposer de suroptimiser vos contenus en allant faire un petit peu du bourrinage sur la requête. Attention à ça, on a souvent tendance à se dire il me faut absolument le voyant vert, je le déconseille. Aujourd'hui, on a de la rédaction sémantiquement optimisée. On doit rendre des contenus plus riches sémantiquement. Ici, j'ai pris l'exemple avec SEMJ. SEMJ va nous permettre d'optimiser une page existante ou de créer une nouvelle page. Donc il y a différents outils d'aide à la rédaction sémantique. Je vais un petit peu accélérer parce que je suis un peu limite en temps. Mais ouais, il y a SEMJ, il y a YourTextGuru, il y a SEO Quantum, il y a 1.fr. Tous ces textes-là vont vous donner un champ lexical à utiliser. Donc rajouter des mots-clés qui ont un rapport avec votre mot-clé principal. Et Google va donner beaucoup plus de poids à ce champ sémantique-là qu'un même mot-clé qui serait répété X fois sur la même page. Une fois le contenu travaillé, il est possible de suivre du coup son évolution. Et ce que je recommande en longueur de contenu, alors ça c'est vraiment personnel, mais voilà, un article de blog, on va être entre 800 à 2000 mots, une fiche de prestation de service, une landing page entre 1000 à 2500 mots, une fiche produit entre 300 à 800 mots, suivant ce qu'on a raconté sur le produit, une page catégorie, 300 à 1000 mots, une page d'accueil, 300 mots minimum, on peut aller jusqu'à 800 mots, une page guide, comparateur, etc., 2000 à 4000 mots, et un cas client, un retour d'expérience, 500 à 1500 mots, une interview, 800 à 2000 mots. Donc ça, c'est ce que Google a l'habitude de voir. Par exemple, quand vous proposez une définition à Google, il est habitué à avoir quelque chose qui fasse 200, 300 mots maximum. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut se mettre en tête et pas forcément essayer de faire beaucoup plus que cela. Après, il y a différentes typologies de contenus. Des contenus courts, des contenus longs. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais voilà, il y a des avantages à avoir des contenus courts, des avantages à avoir des contenus longs, et la barrière, elle est autour des 1000 mots. Il faut savoir aussi que la plupart du temps, plus un article est long et complet, plus il sera générateur de liens. Donc les liens, c'est du bonus pour votre référencement. Google en tient énormément compte pour son classement, et ça sont des liens qui sont gratuits, qui vont arriver naturellement chez vous. Voilà. Vous devez également optimiser le balisage de vos pages. Donc les 4 plus importantes, la balise titre, 70 caractères maximum, c'est vraiment orienté SEO. Vous devez absolument l'optimiser, c'est 70% du poids d'une page. Pour moi, elle a beaucoup d'importance. Et on doit utiliser les mots-clés associés à la page, et les mots-clés les plus forts, on les met devant. La métadescription, elle est plus orientée marketing, elle n'est pas forcément SEO, elle doit donner envie d'être cliqué et de venir sur le site. Le H1, ça doit être assez proche et complémentaire à la balise titre. Donc souvent, elles sont générées nativement sur les CMS, comme sur les pages catégories, les produits, etc. Ouais, et toutes ces balises-là doivent être uniques et 50% différentes, si possible, des autres, pour que ce soit pertinent. Et les balises alt, c'est ce qui va présenter du coup ce que représentent vos images. Donc là, il faut bien les optimiser pour que justement les rendre plus pertinentes et qu'elles se positionnent également dans Google Images. La duplication de contenu, donc ça c'est un vrai fléau.
Il y a la duplication donc, qui est interne entre des fiches produits par exemple qui seraient trop proches ou des catégories qui seraient trop proches. Par exemple, donc, on va utiliser la navigation à facettes pour éviter d'avoir des catégories trop proches. Et la duplication externe. Donc là, ce sont des plagiats par exemple. On va plagier vos contenus. Vous avez rédigé un super article, une super fiche produit. Ben, le concurrent, il va trouver plus facile de la copier que de la générer lui-même. Donc attention à ça, vous devez le surveiller. Et faire attention aussi, parfois on peut aussi avoir des versions de dev, on travaille sur un site de dev, il est ouvert, Google peut venir l'index, etc. On le voit souvent, attention à tout ça, également au HTTP, HTTPS et le 3W, le site, vous devez essayer toutes les combinaisons et on doit avoir une redirection sur une des quatre. Votre site ne doit pas être visible sur plusieurs URL comme cela. Le multilangue, on l'a vu tout à l'heure sur la représentation graphique, donc multilangue égale totale traduction du site. J'ai souvent vu des sites à moitié traduits et passés en multilangue. Vous devez avoir tous les éléments du site totalement traduits et si possible une branche indépendante, c'est-à-dire j'ai ma branche FR, ma branche EN et j'évite d'avoir des liens entre les deux. Donc on peut passer par des technologies comme l'obfuscation de liens qui permet de proposer des liens aux internautes mais de les masquer aux visiteurs et du coup les différentes langues seront accessibles seulement depuis la page d'accueil. Je suis sur la page d'accueil, Google voit l'univers français, l'univers anglais, il va sur l'un ou sur l'autre. Dès que je rentre dans un univers, je n'ai plus le lien pour passer sur l'autre langue. Ça c'est très pertinent, ça fonctionne bien. Et pour le multilangue, vous avez l'extension Polylangue, donc qui est une extension WordPress, qui est très bien, simple à utiliser, qui est gratuite pour la majorité des fonctionnalités dont on a besoin. On va également cloisonner donc, ces univers pour rendre étanche chaque catégorie. Le siloing thématique, clairement, ça fonctionne très bien. Vous devez vous pencher là-dessus, faites des recherches, ça fonctionne très bien. Ça va clairement séparer vos univers sémantiques sur votre site et Google, il en est friand. Les pages dormantes. Donc, ce sont des pages qui vont pénaliser votre site. Ce sont des pages qui sont de faible qualité, qui ont peu ou pas de trafic. Donc, ces pages-là, il faut savoir que Google juge la qualité d'un site par rapport à la globalité de vos contenus. Donc si vous avez des pages qui sont peu pertinentes, qui n'ont pas de trafic, pas de visite, qui sont là mais qui ne sont pas pertinentes, automatiquement ces pages vont pénaliser l'ensemble de votre site. Donc vous pouvez le checker dans Google Analytics, vous pouvez regardez sur des outils de positionnement, voir les pages qui ne se positionnent pas. Et vous avez un outil qui permet de le checker assez facilement, c'est MyRankingMetrics, qui permet de checker ce qu'ils appellent eux les pages zombies et de détecter les pages qui ne génèrent pas de trafic, de visibilité. Et eux, ils se basent sur Google Search Console pour ça. La popularité, le dernier pilier, je vais essayer d'accélérer là-dessus. Google EAT, est-ce que ça vous parle ici? Qui a entendu parler de Google EAT? Vous n'êtes pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Donc c'est expertise, authority et trust pour expertise, autorité, crédibilité. C'est trois critères qui sont pris en compte par Google et qui vont déterminer la pertinence d'un site. Donc l'expertise, Google estime que vous devez être expert dans votre domaine. L'autorité, c'est recevoir des liens de qualité depuis des sites pertinents, influents dans votre milieu. Et la crédibilité, c'est tout ce qui va rassurer vos visiteurs. Donc l'expertise, elle vient principalement avec la qualité des contenus. Vous devez créer des contenus qui plaisent à Google. Il faut prendre en compte l'intention de recherche. C'est assez important, mais que va taper mon client idéal? Quelle réponse souhaite-t-il recevoir? Et adapter vos contenus par rapport à ça. Vous devez structurer vos contenus et mettre en évidence les éléments qui sont importants. Donc, Google aime assez bien tout ce qui est le gras, les listes à puces, les tableaux. Ça va faciliter également la lecture de vos visiteurs. Les plus pressés, ils vont lire en diagonale, ils vont s'arrêter sur le gras, sur un tableau, sur un résumé. Voilà. Vous devez utiliser ces éléments-là pour vous démarquer et n'oubliez pas de mentionner également vos sources. Comment améliorer donc l'autorité, le deuxième point de l'EAT? L'autorité dépend principalement de son profil de lien, c'est-à-dire les backlinks que l'on va recevoir. Donc il faut passer par une stratégie de lien. On peut recevoir des liens naturellement, c'est-à-dire je propose un contenu qui est très pertinent, qui est très pointu dans mon milieu, je vais recevoir des liens naturellement, c'est une chose, mais on peut aussi provoquer cela
en allant générer automatiquement des liens au travers d'une stratégie. Donc ces liens que l'on reçoit, on le voit sur le schéma, ça va transmettre du jus, c'est-à-dire du jus qui arrive à l'extérieur du site. Sur le site, ça va être redistribué en fonction du maillage interne du site. Le dernier point, donc, c'est comment améliorer sa crédibilité. Ben là, c'est la preuve sociale, tout ce qui peut rassurer vos utilisateurs. Donc, c'est des avis clients, des témoignages vidéo, des logos de médias qui parlent de votre activité, des chiffres clés liés à l'activité, à la communauté. Voilà. Et cette crédibilité, il faut savoir qu'elle peut aussi vous aider à travailler votre autorité et votre taux de conversion. Donc pourquoi les stratégies de lien sont si importantes aujourd'hui? Vous avez vu en bas, vous avez énormément de sponsors aujourd'hui qui vendent du lien, parce que le lien aujourd'hui est un levier qui est fort. Ça va donner de l'autorité donc à votre site. Ça va améliorer donc vos positions dans les résultats de Google. Et il faut savoir que les stratégies, on va les orienter sur les mots-clés business. Qu'est-ce qui est le plus intéressant aujourd'hui pour moi de vendre? Où est-ce que je vais marger le plus? Qu'est-ce qui est le plus pertinent? Je vais cibler la stratégie sur les pages associées à mon mot-clé qui sont importants en termes de business. Il faut savoir que la globalité des mots-clés, la globalité du site va monter automatiquement derrière. Donc, qu'est-ce qu'un bon backlink? Un lien, ça fonctionne comme une recommandation, comme dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. Si une personne respectable et influente me recommande, parle de moi, ça va donner une belle image de moi. Par contre, si on est cité par quelqu'un de peu recommandable, ma réputation, elle va en prendre un coup. Donc les liens, c'est un peu la même chose en fait. Il faut privilégier des sites qui soient de qualité. Donc petit ou gros, il faut mixer la typologie de sites. On ne va pas chercher que des gros sites ou que des petits sites. Il faut avoir vraiment une typologie de liens la plus large possible, mais toujours en restant sur des sites de qualité qui soient présentables, que vous n'ayez pas honte à montrer à votre mère. Et privilégier une page sémantiquement proche. Google fait vraiment la relation entre la sémantique du site, de la page qui me fait un lien, et la page qui reçoit le lien. Également, on va également éviter donc les pages 404 qui sont un très mauvais signal. Il y a une perte de jus SEO. Une page vous avez une page catégorie, une page produit qui recevait des liens. Cette page-là, si elle n'est pas redirigée vers une autre page, automatiquement, vous allez perdre ce jus SEO. En fait, voilà, le jus SEO ne passe pas au travers d'une 404. Donc, dès que vous avez une fiche produit, une catégorie qui n'existe plus, vous devez absolument la rediriger vers une autre page, une autre catégorie. Déjà, et d'une par rapport à Google qui va indexer cette page-là et vous envoyer du monde au travers de cette page-là, mais aussi les gens qui ont pu mettre un lien sur un forum, sur un site, etc. Il faut qu'il soit redirigé vers une page chez vous et conserver cette popularité, conserver ce jus. Voilà quelques petits bonus que je vous ai mis, des extensions SEO que j'utilise et que je recommande. Vous avez SEO Press pour tout ce qui est fonctionnalité SEO, donc je le préfère grandement à Yoast. C'est français aussi, c'est un développeur français qui a fait ça. WP Rocket, on en a parlé pour le cache. Imagify pour le poids des images. Easy Table of Content, ça permet de créer des sommaires présents en haut des articles ou des pages et de rapidement annoncer ce qui est présent sur la page, sur l'article, et ça va reprendre en fait automatiquement vos titres à chaîne. Donc ça c'est bien. Classic Editor, c'est l'éditeur de page pour avoir des contenus les plus légers possibles. OBF Link pour le maillage, la structure du site, ça permet d'obfusquer ces liens et d'optimiser le maillage. Liste catégorie post permet de proposer des articles dans la même catégorie de celle où on est, pour optimiser également le maillage. Vous avez Easy Alt Edit également pour optimiser l'attribut alt. Voilà. Bref, je passe aussi là-dessus. Pour protéger également son site, il faut passer par des extensions de sécurité. Protéger son site, c'est protéger son référencement. Vous pouvez vous faire hacker et perdre de précieuses positions à cause d'un piratage. Donc il y a WordFence, il y a WPS ID Login, il y a SEO Press également, et Updraft Plus, j'ai réussi à le dire, lui permet de faire des backups et d'archiver donc des points de restauration de votre site. Voilà.
Et surtout, limiter le nombre d'extensions. Plus vous avez d'extensions installées, et plus vous risquez d'avoir des portes ouvertes, des failles de sécurité. Au niveau des thèmes, il y en a un qui est très bien, qui est GeneratePress, qui est assez léger et qui permet de personnaliser un site assez facilement. Il est pas mal. Et également SEO Max, donc ça c'est mon thème, qui lui est vraiment optimisé pour l'UX, le SEO et la performance. Voilà, je suis dans les temps, j'ai terminé, j'ai dû accélérer un petit peu sur la fin. Je vous écoute pour les questions et merci d'avoir été présent à cette conférence. Il y a la question mug, Nico. La question mug avant, hop, elle est là, la question mug. Donc, je ne l'ai pas écrit, pour éviter que tout le monde lève la main avant que je l'ai dit. Quel pourcentage représente WordPress pour les sites utilisant un CMS? Non, c'est pas 66%. Là. Comment? Non, pas 44? Pas 49? Combien? Non. 42, il a gagné. 42%, c'est le pourcentage des sites qui utilisent un CMS. 42% utilisent WordPress. Bravo. Et je vous écoute pour les questions. Merci pour la présentation. J'avais une question sur les facettes. Ouais. Vous dites ouvrir les facettes, mais vous ouvrez des catégories filtrées en fait. C'est ça. En fait, les facettes. Sur le site, on a les catégories. Les catégories du site qui sont par exemple dans WooCommerce, et les facettes, on peut créer. Alors ça, je l'ai beaucoup utilisé en fait sur PrestaShop. Sur PrestaShop, il y a un plugin qui permettait de le faire. Et dans WordPress, il y en a également où on va générer. On va prendre par exemple différentes déclinaisons de produits et on va générer une page de résultats, donc ce qu'on appelle de recherche avancée. Et cette page-là, j'ai deux possibilités. Bon, elle est générée, j'ai l'URL, je peux la linker, etc. Après, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'ouvre à l'indexation ou est-ce que je la laisse en non-index? Et ça permet de pouvoir référencer des combinaisons de produits qui seraient pertinentes pour les visiteurs parce qu'ils vont rechercher cette combinaison-là et de venir bloquer d'autres combinaisons qui ne seraient pas du tout pertinentes et qui ne servira à rien. Et du coup, ça permet de compléter les catégories avec des filtres et de ne pas multiplier les sous-catégories sur un site en fait. Et on n'a pas un risque de contenu dupliqué puisque vous avez la catégorie mère qui a un contenu éditorial. Et après, alors, les filtres qui ont le même contenu, mais non, parce qu'en fait, c'est la même chose qu'avec les catégories. Les catégories, on va les optimiser. On l'a vu, je vous ai montré comment optimiser une page catégorie. On va intégrer une description, on va mettre les résumés produits, on va mettre un texte SEO. Et déjà, les produits présents sur la page seront différents entre les différentes pages catégories, mais également entre les pages catégories et des résultats de la navigation à facettes. Et après, il y a certaines extensions où on peut intégrer également du contenu présent sur ces facettes-là. Donc le but, effectivement, c'est d'avoir des pages qui soient pas trop proches des catégories, mais proposer quelques facettes. Mais ça, il ne faut pas non plus trop en abuser. On ne va pas créer trop de pages ou trop de facettes ouvertes pour éviter de venir polluer trop le site de nouvelles pages et d'être trop proche sémantiquement d'une page catégorie. J'avais deux questions en ligne, si tu veux. Oui, vas-y. Donc la première, c'était, il me semble que tous les navigateurs ne lisaient pas bien le format WebP. Donc ça, c'était avant, clairement. Moi, j'ai passé depuis plusieurs mois tous mes sites en WebP, il n'y a aucun problème. Après, bon, si vous utilisez Internet Explorer, peut-être, mais aujourd'hui, avec tous les navigateurs utilisés, il n'y a vraiment aucun problème à utiliser le format WebP. Et la deuxième, c'était, est-ce que le Flex CSS crée des problèmes pour les Core Web Vitals et notamment le CLS? Non, j'ai aucun problème en termes de performance. Après, pareil, il ne faut pas trop en abuser. Mais le Flex CSS, je l'utilise principalement à deux endroits, sur la page d'accueil, pour différer le contenu de la page d'accueil, et sur les pages également catégories, où le texte SEO qui est présent en bas, j'aime bien le proposer juste derrière le H1 pour que ce soit plus pertinent et que ce texte SEO ranque mieux sur la page catégorie. Non, mais en termes de web perf, il n'y a aucun problème à utiliser le Flex CSS. Alors, quand on a un blog qui existe depuis plusieurs années déjà, on a des articles qui commencent à passer justement en page zombie.
Est-ce que vous conseillez de les supprimer et de faire une redirection sur un article plus récent ou de les laisser comme... Alors, très bonne question. J'avais prévu d'en parler sur la slide, mais j'ai dû accélérer un petit peu. Donc, les fameuses pages zombies, comme on l'appelle My Ranking Metrics, ou les pages dormantes, ces pages-là qui ne génèrent plus de trafic de visibilité, ces pages-là, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que je les retravaille? Est-ce que je les mets à jour? Google, il aime bien la fraîcheur, donc je peux rafraîchir l'article, la page, pour essayer entre guillemets de la sauver et essayer de faire en sorte qu'elle soit pertinente et qu'elle vienne mieux se positionner. Ou je peux la fusionner avec une autre page qui serait assez proche et finalement une partie de contenu, je peux le mettre sur une autre page et faire une redirection. Ou carrément, je peux carrément tuer la page parce que finalement cette page-là elle est plus pertinente, elle n'a plus aucun intérêt. Et autant la supprimer. Et du coup, cette page-là, je la supprime et je fais aussi une redirection 301 vers ou la catégorie, ou la page d'accueil, ou une page qui serait un petit peu proche de celle-ci. Voilà. Mais l'idéal, c'est de la sauver. On va essayer de voir voilà, quelle requête je vise. Je prends un outil d'aide à la rédaction sémantique, je prends mon champ lexical, je réécris le contenu avec plus de sémantique, plus riche, en répondant à une intention de recherche. Et puis, je vois si cette page se positionne. On te fait courir. Hein. Je voulais juste savoir, vous utilisez quel outil pour la duplication interne? Pour la duplication interne, il y a différents outils. Moi, j'ai un outil que j'utilise en interne, mais il y a aussi des outils comme il y a KillDuplicate et il y a aussi antiplagiarisme.net qui, lui, est un outil que l'on peut acheter, qui coûte 25 €, qu'on installe sur son site et qui va détecter le contenu dupliqué interne mais aussi externe en fait. Voilà. Après il y a d'autres outils peut-être qui sont gratuits qui le font aussi, mais voilà, aujourd'hui il y a KillDuplicate et anti-plagiarisme qui permettent de détecter justement le plagiat. Alors ça va souvent détecter principalement le plagiat externe parce que sur votre site à vous, il y a quand même peu de chances que vous ayez de contenu qui soit très très proche. Mais anti-plagiarisme, par exemple, il est capable de vous donner le pourcentage de duplication entre deux pages externes ou deux pages internes.